Bon, merci beaucoup pour cette invitation. J'en suis très heureuse et très honorée. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui physiquement. C'est toujours bien évidemment beaucoup plus intéressant qu'à travers un écran, mais nous avons dans quelques jours un événement très important qui aura lieu à Nairobi, Kenya, et dont je vais d'ailleurs vous parler parce qu'il s'agit de notre partenariat avec l'Afrique, qui explique pourquoi je ne pouvais pas en ce moment bouger. Je vous parle de mon bureau, là où je suis quasiment 24 heures sur 24 Oula, à ce pour point-là. préparer, pour préparer ce départ pour Nairobi ce lundi. Alors, le sommet conjoint, effectivement, c'est… dites-moi d'abord combien de temps j'ai pour vous répondre, juste pour me situer à peu près. Essayez de faire pas trop long parce que comme ça, on peut avoir des échanges. L'idée, c'est qu'entre nous trois, on a 1 heure, un peu moins maintenant, et puis après une demi-heure d'échange. Alors, essayez d'avoir D'accord, des réponses pas trop longues, qu'on puisse faire d'autres questions. absolument. Alors, laissez-moi faire court, effectivement. Le sommet conjoint est venu pour nous, en quelque sorte, renforcer un processus qui était déjà là. Nous avons établi avec l'Union africaine un partenariat dans le domaine de la recherche et de l'innovation depuis 2007. Ce partenariat a donné lieu à un certain nombre de programmes, pour vous dire très rapidement, dans 4 domaines. Dans le domaine de la recherche agronomique et de la sécurité alimentaire, dans le domaine du réchauffement climatique et des énergies renouvelables, dans le domaine de l'innovation, et pour des raisons qui n'échapperont à personne, dans le domaine de la santé et en particulier du renforcement des systèmes de santé publique. Donc nous travaillons de toute façon sur ces questions-là avec l'Union africaine depuis déjà très longtemps. Quand je dis avec l'Union africaine, c'est aussi évidemment avec les États de part et d'autre, et surtout parce que c'est comme ça qu'est constitué le programme cadre européen, avec les chercheurs. La nouveauté apportée par le sommet conjoint de février dernier, c'est que ce sommet a pour la première fois reconnu la recherche et l'innovation comme un facteur du développement durable. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que la recherche et l'innovation devient un pilier de la politique d'aide au développement, qui est aujourd'hui la politique des partenariats internationaux. Vous savez que ça n'est plus la direction générale en charge de l'aide au développement, mais en charge des partenariats internationaux. Toujours est-il qu'elle continue de faire la même chose. Et donc voilà, si je devais résumer en 2 mots l'importance de la décision des chefs d'État et de gouvernement au sommet dernier, c'est ça, c'est d'avoir pour la première fois désigné la recherche et l'innovation comme un facteur qui fonctionne, du développement durable, et ce qui veut dire réserver une enveloppe budgétaire adéquate pour pouvoir servir ce nouveau pilier qui va être soutenu non pas par le programme cadre, qui est notre instrument, à savoir le programme que vous connaissez, Horizon Europe, mais par le programme NDICI, qui est l'instrument de la direction générale en charge des partenariats internationaux, et qui donc est la direction qui travaille avec l'Afrique, mais pas seulement, avec le groupe ACP, le groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique, dans le cadre des accords post-Cotonou que vous avez évoqués, monsieur. Voilà, je m'arrêterai là simplement pour les quelques mots d'introduction et pour situer le contexte. Merci. Merci. Alors, je poursuis ma question, cette fois-ci à vous, madame, qui êtes en présentiel. Le compte-rendu du sommet évoque 2 unions et une vision commune avec le partage des mêmes valeurs, notamment la protection des droits de l'homme, la bonne gouvernance, l'état de droit. Ces valeurs sont-elles suffisamment respectées, en quelque sorte, des 2 côtés sur ce point-là, lorsqu'on voit l'ensemble des coups d'État qu'on voit en Afrique, par exemple, et bien d'autres choses? Alors justement, on ne peut pas prédire ce qui va venir des récents engagements. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que… Vous entendez, madame? Vous l'entendez? D'accord, très bien. Oui. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que c'est vrai que pour ce qui est du respect de ces valeurs communes,
C'est un peu, la réponse est un peu mitigée, parce que du point de vue juridique, on peut dire qu'il s'agit d'une communauté de valeurs qui est absolument déterminante dans la relation Union européenne-Union africaine. Si bien le traité de l'Union européenne mentionne que ces valeurs et ces principes constituent des fondements de l'action européenne, aussi bien dans son fonctionnement interne que dans son fonctionnement extérieur, ce qui fait que les partenaires de l'Union européenne, en adhérant à cette action commune, acceptent de facto de voir ces éléments-là s'inscrire comme des fondements de cette relation. Mais il faut savoir que ces éléments se sont inscrits dans les instruments juridiques spécifiques à la relation euro-africaine qu'à compter des années 90, avec une Union européenne qui sortait quand même renforcée de l'épisode de la guerre froide et qui a inscrit dans les accords qu'il a liés et qu'il a liés encore aujourd'hui aux États africains et aux groupes d'États africains ce qu'on appelle la clause droits de l'homme et qui pour la première fois venait relier la coopération économique au respect de ces valeurs et de ces principes qui sont plutôt d'ordre politique. Mais ce n'est qu'en 2002, en fait, avec la naissance de l'Union africaine, qu'on va assister d'une part à un changement de paradigme, mais aussi à une vraie interrégionalisation de ces valeurs. Parce que l'Union africaine va venir rompre avec, plus ou moins rompre, avec la tradition et l'idée qui était soutenue par son ancêtre, l'Organisation de l'Unité africaine, qui a été créée en 1963, qui donc de ce fait arrivée à la suite de la vague de décolonisation. Et l'idée à ce moment-là, c'était davantage de s'éloigner de l'influence étrangère plutôt que de la suivre et de prôner le panafricanisme. Tandis que l'acte constitutif de l'Union africaine de 2002 va venir reprendre quasiment mot pour mot les principes et les valeurs que sont les droits de l'homme, l'état de droit, la bonne gouvernance, quasiment mot pour mot comme ils sont inscrits dans les textes européens. Alors, à ce moment-là, on se dit, bon, puisque l'ensemble des instruments juridiques, d'une part et d'autre, mentionnent les éléments, reconnaissent ces principes et ces valeurs, alors il n'y a aucun doute à ce que ce soit un élément déterminant de la relation Union européenne-Union africaine. Sauf que parfois le droit est un peu en décalage avec la réalité sociale qui est censée justement organiser. Et cela est d'autant plus vrai en Afrique parce que malheureusement encore aujourd'hui, une grande partie du droit africain est soit un droit hérité, c'est-à-dire ce qu'on appellera le legs juridique colonial, soit un droit, comment dire, qui est adopté sous influence. Et je ne dis pas, quand je dis sous influence, je ne dis pas que les États africains n'ont pas adhéré de façon souveraine aux accords avec l'Union européenne ou même à l'acte constitutif de l'Union africaine qui reconnaît ses principes et ses valeurs. Mais que souvent, cette adhésion, elle ne se fait pas réellement dans une volonté d'application effective de ces normes, qui seraient en accord avec la réalité politique de ces États-là, mais que parfois elle se fait plutôt dans une volonté d'obtenir ou de conserver certains avantages, principalement économiques, qu'offre la relation particulière et privilégiée qui lie les États africains à l'Union européenne. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'Union européenne, encore aujourd'hui, est le premier bailleur de fonds de l'Afrique, le premier bailleur de fonds de l'Union africaine et le premier partenaire commercial du continent. Alors justement, on se demande alors du coup, sur le terrain du concret, qu'est-ce qu'il advient de ces valeurs et ces principes, puisque de toute évidence, le droit nous donne raison. Alors, sur le terrain, vous l'avez déjà mentionné, entre août 2021 et janvier 2022, on assistait à une vague de 5 coups d'État en Afrique. Du côté européen aussi, on peut dire que ces principes et ces valeurs ont été quand même plutôt malmenés. Parce que si on se souvient de la récente querelle qui a opposé l'Union européenne à 2 de ses États membres, que sont la Pologne et la Hongrie. Alors, pour rappel, c'était à l'occasion du plan de relance post-pandémie. L'Union européenne a choisi pour la première fois de son histoire d'inclure dans ce plan de relance qui est essentiellement économique une clause qui venait obliger ses propres États membres au respect de l'état de droit pour pouvoir prétendre à ces fonds. Ce qui a tout de suite déclenché la colère de la Hongrie et de la Pologne, qui ont posé leur veto, et qui ont qualifié ce critère-là de l'état de droit de critère arbitraire, qui sont même allés jusqu'à avancer qu'il s'agissait pour eux
d'une ingérence dans leurs affaires internes. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement une guerre à l'interne, mais c'est plutôt l'image que cela renvoie à l'extérieur, parce que comment l'Union européenne peut prétendre inscrire ces éléments-là comme fondement de ses relations avec les tiers, si ceux-ci commencent à être remis en valeur par ses propres États membres. On va continuer. Donc, en fait, il y a une question. On va encore l'évoquer. Mais j'avais une question pour M. François Gaulle, mais comme il n'est pas là, mais peut-être Madame peut nous répondre à distance, parce que j'avais vu que le 6e sommet est un partenariat renouvelé qui s'intéresse aux questions économiques, mais aussi aux questions sanitaires. Et il y a une dimension, y compris dans cette relation Union européenne, Union africaine, la question de la lutte contre la pandémie, et avec les, je ne sais pas combien, mais 450 millions, je crois, de doses ont été attribuées par l'Union européenne à l'Afrique. La dimension de coopération en matière de santé, peut-être que Madame peut répondre à distance. Alors moi, je peux vous parler de la coopération en matière de recherche santé. Mais malheureusement, je ne suis pas compétente pour vous parler de la coopération en matière de santé, qui ne relève pas de ma direction générale, mais de la DG Santé. Je suis désolée, hein, ça fait très technocrate, mais c'est le cas. Mais c'est aussi ça à Bruxelles. Par contre, dans le domaine de la recherche santé, effectivement, nous avons avec nos partenaires en Afrique un partenariat dans ce domaine en particulier qui s'appelle l'EDCTP. Alors, vous voyez, la Commission européenne, nous aussi, on fait comme en France, on parle en sigle. Et donc, si vous allez googler EDCTP, ça vaut pour European and Developing Countries Clinical Trial Partnership. Il s'agit en fait d'une plateforme d'essais cliniques sur les 3 grandes maladies liées à la pauvreté, à savoir la malaria, la tuberculose et le sida. Donc, il s'agit là d'un partenariat que nous avons établi avec l'Afrique, non pas avec l'Union africaine, hein, mais avec les pays africains. Vous savez qu'il y a 2 manières de travailler. Soit on travaille directement avec les États, soit on travaille aussi avec l'Union africaine. L'Union africaine n'a malheureusement pas en Afrique le positionnement que l'Union européenne a en Europe. Et donc, le DCTP, qui est un très, très grand et très ambitieux partenariat dans lequel plus de 2 milliards d'euros ont été investis jusqu'ici, est un partenariat qui a été établi avec les centres de recherche directement dans les pays. Et donc, ce sont les pays eux-mêmes hein, qui se sont associés. Vous dire quelques mots sur le DCTP également. C'est un partenariat qui a commencé avec des financements de l'Union européenne et des participations en nature de la part des pays africains. Je m'explique. Par exemple, le bureau africain de ce partenariat se trouve au Medical Research Center de Cape Town, en Afrique du Sud. Mais petit à petit, les États africains se sont mis à coopérer, à financer le partenariat également. Donc, ceci pour les 3 maladies dont je vous parlais, pour des raisons qui paraîtront évidentes à tout le monde, ce partenariat a été évidemment élargi à la recherche Covid. Mais il s'agit là de la recherche en tant que telle, et non pas donc de la mise en place des vaccins ou du programme COVAX qui relève encore d'autres systèmes. Donc voilà, vous dire un petit peu voilà ce que je peux un peu vous dire sur effectivement la coopération dans le domaine de la recherche, dans la recherche santé. Vous dire également que très récemment, nous avons publié un certain nombre d'appels à propositions parce que c'est la manière de fonctionner du programme Horizon Europe, hein, du programme cadre européen de développement pour la recherche et la technologie, qui a une dimension internationale très forte, et je travaille dans ce département de coopération internationale. Donc, nous avons publié il y a peu 36 appels à propositions, dont beaucoup portés sur les questions liées à la recherche scientifique sur la santé.
Et donc, si vous prenez ces 36 appels à propositions, en tout, ça s'est levé à peu près à 350 millions d'euros, qui allaient donc à l'ensemble de ces appels à propositions, dont beaucoup, comme je vous disais, touchaient à des questions de recherche santé. Voilà. Non, si j'évoquais cela, c'est parce qu'effectivement, dans le sommet Union européenne, Union africaine, il est évoqué à plusieurs reprises l'idée de la souveraineté sanitaire de l'Afrique. Que l'Afrique est au fond une dimension forte. Je vous lis le rapport qui a été fait. Nous sommes déterminés à soutenir la souveraineté à part entière de l'Afrique en matière de santé, afin que le continent soit en mesure de réagir aux futures urgences de santé publique. Et un programme pour la fabrication de vaccins, de médicaments, de dispositifs de diagnostic, de traitement, de produits de santé, et pas seulement envoyer des vaccins, mais aider l'Afrique à fabriquer elle-même ses propres vaccins. Ça me paraît effectivement le transfert de technologie aussi dans le domaine médical paraît important aussi à relever. Alors j'aimerais peut-être, pour compléter ce point-là, et vous avez parfaitement raison, vous signaler qu'il y a nous avons mis en fait l'autre grande décision du sommet que vous évoquiez, monsieur, c'est cet agenda innovation Union africaine, Union européenne, que nous allons en fait maintenant tenter de commencer de financer. Les 23 et 24 novembre prochains auront lieu à Nairobi, au Kenya, 2 journées autour de cet agenda. Et les 2 journées visent à finaliser cet agenda sur lequel nous travaillons depuis près de 2 ans avec l'Union africaine. Les questions sanitaires et les questions de santé, du point de vue de la recherche, font également partie de cet agenda. Donc, je vous le signale simplement, c'est un événement qui aura lieu en hybride les 23 et 24 novembre prochains à Nairobi. D'accord. Merci. Alors, on poursuit, mais sur l'idée, au fond, que c'est une question à vous deux, hein, comme si vous souhaitez répondre. Le sommet décide une union des efforts pour promouvoir, et on revient encore au sujet, pour promouvoir l'état de droit, la mise en œuvre de programmes concernant les femmes, la paix, la sécurité, les enfants face aux conflits armés. C'est vraiment très, très large, cette dimension aussi. Et est-ce que cette démarche sera suffisante? Ce qu'il faut rappeler, n'hésitez pas. Sur le propos. Ben oui. Effectivement, c'est une déclaration que promettait sur la paix et la sécurité en Afrique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quelques mois avant le sommet Union européenne-Union africaine, l'Union européenne a en quelque sorte modifié sa stratégie de sécurité. Et ce qui était auparavant la facilité pour la paix en Afrique, donc un instrument spécifique à l'Afrique, qui a été créé en 2003, a été supprimé et qu'aujourd'hui, nous sommes passés sur le modèle de facilité européenne pour la paix qui est beaucoup plus global et qui n'est pas spécifique à l'Afrique. Ce qui change beaucoup aussi au niveau africain, c'est que cette facilité européenne pour la paix a engendré une nouvelle stratégie pour l'Afrique, c'est que l'ancienne formule faisait en sorte que l'Union européenne doit passer par l'Union africaine pour pouvoir justement encadrer les actions de maintien de la paix et les actions de sécurité sur le continent africain. C'est-à-dire que c'était l'Union africaine qui avait l'initiative pour le décaissement des fonds, premièrement, pour aussi l'organisation des opérations de maintien de la paix et donc elle avait la compétence décisionnelle, en quelque sorte. Et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, avec la nouvelle formule qui a été décidée avant le sommet de l'Union africaine et qui n'a pas été négociée avec l'Union africaine, mais qui est une décision purement européenne, qui maintenant d'intervenir directement sur le terrain africain sans avoir à passer par l'Union africaine. Donc, il y a une crainte qui est née, c'est de voir peut-être des interventions qui seraient peut-être moins concertées, moins africaines en termes d'objectifs. Et puis, ça soulève aussi la crainte aussi de l'armement qui risque un petit peu de se disperser un peu partout en Afrique, parce qu'on sait que c'est sur la base de cette facilité européenne pour la paix que l'Union européenne, pour la première fois de son histoire, pu distribuer des armes létales en Ukraine. Donc, peut-être que ça permettra une meilleure gestion des fonds, parce qu'il est vrai que la Cour des comptes européenne a démontré que depuis 2003,
le fait de passer, de transiter par l'Union africaine n'a pas forcément permis aux Africains de mieux gérer leur sécurité en interne, et puis ça n'avait pas forcément une bonne efficience de cette façon-là. Mais j'espère qu'il n'y aura pas des... Mais en vous écoutant toutes les deux, il y a des relations entre l'Union européenne et les États africains, pas forcément l'Union européenne et l'Union africaine. Est-ce que l'Union africaine est suffisamment unie, en quelque sorte, ou est-ce que chaque État joue un peu sa carte? Je ne sais pas, je pose à vous deux la question, parce qu'en vous écoutant, on a le sentiment que ce n'est pas forcément toujours une union parfaite. Madame, vous m'avez entendu? Je vous entends parfaitement bien, mais encore une fois, moi, je ne peux vous parler que du point de vue de la recherche et de la coopération scientifique. Hein. Donc, c'est pas du tout que j'évite le sujet. Hein. Je trouve que le sujet abordé par ma collègue est extrêmement intéressant. Et vraiment, je trouve que un ou une collègue de la direction générale en charge des partenariats internationaux ou des services, du service en charge des affaires étrangères, hein, ce que nous appelons le SEAE, aurait été beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus adéquat ou adéquate hein, que moi, parce que moi, je ne peux vous parler que de ce que je fais depuis 25 ans, c'est-à-dire de la coopération scientifique. Mais et dans ce domaine. Si je peux me permettre, même la coopération scientifique, et c'est une coopération scientifique entre l'Union européenne et l'Union africaine, ou une coopération scientifique entre les États européens et les États africains? Alors c'est dans votre sujet, là. C'est dans votre sujet. Nous, tout à fait. Nous faisons, là, nous revenons effectivement à mon sujet. Et alors, pour vous répondre précisément, nous faisons les deux. Je m'explique. Nous avons, avec plusieurs États en Afrique, des accords de coopération en sciences et en technologie qui ont été contractés il y a plusieurs années dans le cadre du précédent programme, et même pour certains d'entre eux, comme l'Afrique du Sud, en Afrique subsaharienne, ou comme plusieurs pays du Maghreb sur le pourtour méditerranéen, nous avons avec eux des accords qui datent d'il y a de longues années et de bien plus longtemps que l'actuel programme cadre Horizon Europe, que même le précédent Horizon 2020 et que même le précédent, le 7e programme cadre. Donc, l'accord signé avec l'Afrique du Sud dans le domaine de la recherche et de l'innovation est le premier accord signé entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud démocratique. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça date. Et donc, alors qu'avec l'Union africaine, nous avons en fait signé notre premier accord dans le domaine de la recherche et de l'innovation en 2007. C'était un partenariat qui portait sur 3 domaines très précis. Le domaine de la recherche et l'innovation de manière générale, on appelait ça STI, Science, Technology and Innovation. Et puis, on avait un deuxième domaine qui portait précisément sur l'éthique, les technologies de l'information et de la communication. Et puis, nous avions un troisième domaine qui portait sur les questions des technologies spatiales. Ce programme, ce partenariat triple a évolué et est devenu aujourd'hui, si vous voulez le googler, en fait, le dialogue de haut niveau dans le domaine de la recherche et de l'innovation, en anglais HLPD, pour High Level Policy Dialogue in Research and in Innovation. Sur la base de cet accord, en fait, nous voyons nos collègues de l'Union africaine quasiment tous les mois, parce que nous avons une gouvernance très précise dans le cadre d'un bureau du HLPD, et tous les mois, nous faisons un peu le bilan de notre accord. Et par bilan, j'entends combien de chercheurs africains ont pu bénéficier au jour d'aujourd'hui des opportunités qui leur sont offertes par le programme cadre. Je vous ai parlé de cet appel à propositions que nous avons publié. Nous en avons plusieurs que nous publions très bientôt qui ciblent les chercheurs africains. Et donc, l'idée, c'est de rencontrer nos partenaires. Moi, ici, je travaille à la DG Recherche et Innovation de la Commission européenne. Je rencontre mes homologues du département Recherche et Innovation de la Commission de l'Union africaine. Nous avons également des représentants des États membres dans ce bureau, de part et d'autre. Et donc, le but,
c'est de faire l'état des lieux. Où en sommes-nous? Où sont les gaps? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux à l'avenir? Avec les États, nous faisons la même chose. Parce que vous le disiez, les États, évidemment, ont des représentants, l'Union africaine, mais tout comme pour l'Union européenne, les États aiment également avoir des relations directes. Et c'est le cas aussi dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Et dans ce cadre-là aussi, nous avons une fois par an une réunion en bilatéral, je pense en Afrique, à l'Afrique du Sud, à l'Égypte, à l'Algérie, à la Tunisie, au Maroc, etc., etc. Nous avons une réunion annuelle, soit à Bruxelles, soit dans la capitale du pays concerné, nous alternons, là aussi pour faire l'état des lieux. Où en sommes-nous? Où sont les gaps? Comment faire mieux? Alors je vous dis tout de suite, et je m'arrête pour vous repasser la parole, si vous regardez une carte des accords en Afrique, vous verrez un énorme trou, un énorme gap. Et ce gap, il apparaît entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Parce que si quasi tous les pays d'Afrique du Nord, à l'exception de la Libye et de la Mauritanie, quasi tous les pays du Maghreb ont des accords avec l'Union européenne et des accords extrêmement intégrés, pas seulement des accords de coopération, mais même des accords d'association avec nous, dans le domaine de la recherche, hein, j'entends. Si je prends l'exemple de la Tunisie a le même statut dans le programme Horizon Europe qu'un État européen, que la France ou que l'Allemagne. Elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le Maroc est en passe de devenir un État associé. Donc, c'est un État d'avancement et d'intégration très, très fort. C'est la même chose qu'un État européen. Également pour les règles de participation. Avoir la Tunisie dans un réseau, c'est la même chose en termes de règles que d'avoir la France ou que d'avoir l'Allemagne. Donc, si vous voulez, dans le Maghreb, vous avez plusieurs accords, soit de coopération, soit d'association. Vous avez un accord de coopération pour l'Afrique subsaharienne. Il faut aller en Afrique australe pour trouver un accord de coopération, et c'est en Afrique du Sud. Et puis là, il y a effectivement un grand vide, et un certain nombre d'États ont déjà signalé leur souhait d'avoir soit un accord de coopération, soit un accord d'association dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Je pense au Kenya, où nous nous rendons la semaine prochaine. Je pense à des discussions avec le Nigeria, bien évidemment. Je pense à des discussions avec le Sénégal et à un certain nombre d'autres pays. Je pourrais entrer dans le détail si ça vous intéresse et vous dire également qu'il y a un vrai gap, si on y regarde de plus près, non seulement entre l'Afrique australe et le reste, mais également entre l'Afrique francophone d'un côté et l'Afrique anglophone de l'autre. Si vous regardez le taux de participation, l'Afrique anglophone participe beaucoup, beaucoup plus que l'Afrique francophone. Et ceci concerne des pays relativement, et même pour certains sont très forts dans le domaine de la recherche et de l'innovation, comme au Cameroun ou comme au Kenya. Il y a très peu de participation par rapport, j'allais dire, aux capacités qu'on peut trouver dans un certain nombre de ces pays. Et c'est pour ça que pour nous, c'est extrêmement important de travailler main dans la main avec la DG INSPA. Pourquoi? Parce que pour pouvoir participer au programme cadre, il faut en fait pouvoir répondre à un appel d'offres. Pour pouvoir répondre à un appel d'offres, quand on connaît les taux de réussite au programme cadre qui sont extrêmement bas, il faut déjà avoir des capacités scientifiques qui sont très fortes. Or, nous ne pouvons pas investir dans les capacités scientifiques. Nous pouvons le faire dans les pays membres et dans les pays associés. Autrement dit, en Afrique, uniquement en Tunisie. Pour les autres, nous ne pouvons pas. Seulement INSPA peut le faire. Et donc, voilà pourquoi nous travaillons main dans la main avec nos collègues de la DG INSPA. Alors, quand on parle recherche, on évoque aussi les étudiants, parce qu'il n'y a pas… La recherche, c'est les professeurs, mais c'est aussi les étudiants, parce qu'il est évoqué toujours dans le programme du sommet, le développement humain, l'objectif, renforcer la mobilité et l'employabilité des étudiants, des jeunes diplômés, des travailleurs qualifiés, investissement donc dans le système éducatif aussi. Absolument, absolument, et ce sera au cœur de l'agenda que nous développons, que nous sommes en train… Enfin,
Je ne sais pas si vous avez vu, cet agenda était en fait en consultation publique depuis le mois de février dernier, Oui. tout de suite après le sommet conjoint, qu'il a adoubé, qu'il a endossé. Et donc, à partir de là, nous avons mis l'agenda en consultation publique. Ce n'était qu'un draft, et ça n'est toujours qu'un draft. L'idée étant vraiment de solliciter une contribution aussi large que possible en Europe comme en Afrique pour avoir cet agenda conjoint. Il est évident que la question de la jeunesse, la question de la mobilité des étudiants, et donc y compris les questions qui vont avec, sur la question des visas, la question des bourses, toutes ces questions, la question de la formation, toutes ces questions seront évidemment au cœur de cet agenda qui prend pour cible la jeunesse. Avec les partenariats entre les Absolument universités. pas, et il ne s'agit, j'insiste, absolument pas de transfert de technologie uniquement. Ça touche aussi les transferts de technologie, bien entendu, mais pas uniquement. Il s'agit aussi de former des chercheurs en Afrique. Et donc, le séminaire dont je vous parlais, nous aurons, c'est moi qui l'organise, nous aurons en fait un workshop sur la question de la mobilité et la question des formations des jeunes. Ce workshop aura lieu le 23 novembre. Dans l'après-midi, je le co-modère et je le co-anime avec l'Académie africaine des sciences. Et l'idée, c'est vraiment, effectivement, de donner la parole à ces jeunes chercheurs pour qu'ils nous donnent leur expérience, bonne comme mauvaise. Parce que, vous savez, c'est extrêmement compliqué de participer au programme cadre européen. Quiconque vous dira le contraire vous raconte des blagues. C'est un programme qui est compliqué, qui n'est pas facile d'accès. Et je regrette d'autant plus de ne pas être avec vous, parce que c'est d'autant plus difficile quand on essaie d'expliquer ce programme à distance. Et donc, le taux de réussite à ce programme est extrêmement bas. Il est de moins de 20%. Et je vous parle là des chercheurs européens. Et donc, c'est encore plus difficile pour les chercheurs qui sont loin, parce que c'est un programme qui favorise les réseaux de recherche. C'est ce que nous finançons, des mises en réseau. Et mon travail, moi, c'est de faire connaître ce qui se fait en Afrique, également auprès de nos chercheurs ici, de manière à ce que des réseaux se constituent sur des questions qui sont des questions communes aux Européens et aux Africains. Je pense évidemment aux questions liées à la santé. La pandémie qui nous a touchés et qui continue de nous toucher tous prouve que ce sont des questions qui nous touchent tous. Je pense aux questions qui sont liées au climat, je pense aux questions qui sont liées aux énergies, je pense aussi aux questions qui sont abordées par nos collègues des sciences humaines et sociales. Je pense aussi aux questions juridiques et normatives que relevait très brillamment ma collègue. Nous avons un programme de recherche en sciences humaines et sociales, ici, à la DG Recherche. C'est aussi un programme qui est ouvert à la participation des chercheurs en Afrique. Et c'est, j'allais dire, un programme qui est même de plus en plus ouvert, y compris, j'allais dire, les questions normatives et les questions qui peuvent fâcher. La question, vous avez évoqué, monsieur, les questions migratoires. Alors, elles sont abordées à la Direction générale de la recherche. Alors, elles ne le seront Comment Eh bien, elles le sont abordées à partir de la question, à partir, j'allais dire, du regard qu'ont les chercheurs, parce que les chercheurs ont un regard sur les questions migratoires. Et donc, nous travaillons effectivement sur la question migratoire à travers, l'étude des trajets des migrants, à travers la question de la situation des, j'allais dire, candidats à la migration dans les pays. Et donc, cela veut dire que dans les réseaux comptent des chercheurs qui travaillent là-bas, dans les pays envoyeurs de migrants, si je puis m'exprimer ainsi. Sachez également que les réseaux comptent également des ONG, pas uniquement des chercheurs, mais également des organisations non gouvernementales. Nous travaillons avec les chercheurs directement, pas uniquement avec les gouvernements et avec les représentants. Le dialogue politique avec l'Afrique dont je vous parlais est un dialogue qui se fait avec les représentants, c'est nécessaire. Mais les partenariats dont je vous parlais, pour lesquels nous avons au jour d'aujourd'hui levé des centaines de millions d'euros, sont des partenariats
constitué uniquement de chercheurs et d'autres stakeholders, comme on dit dans notre jargon maison, à savoir des ONG, la société civile, des partenariats privés qui peuvent être des très petites entreprises, mais vraiment très petites, parfois en Afrique, et toutes sortes, j'allais dire, d'intervenants dans ces projets. Donc c'est un peu réducteur de dire réseau de chercheurs. Ce sont véritablement des réseaux de bénéficiaires. Évidemment, nous sommes la DG Recherche. Donc, notre fonds de commerce, ce sont d'abord les universités et les centres de recherche. Mais il est vrai que de plus en plus viennent se greffer des tas d'autres stakeholders qui sont intéressés par les questions scientifiques que nous posons. Simplement, est-ce que dans la DG Recherche de la Commission européenne, vous avez des statistiques sur le nombre d'étudiants africains qui viennent en Europe? Alors, sur le nombre d'étudiants africains qui viennent en Europe, oui, simplement. Ou inversement, d'ailleurs, d'étudiants européens qui vont en Afrique. Alors, je vais vous dire ce que nous avons. Je note juste, comme ça, je sais ce que je vous envoie après. D'accord. Alors, je vais vous envoyer, nous avons en fait, sachez-le, des bourses spécifiques européennes. Nous les appelons les bourses Marie Sklodowska-Curie. Ce MSCA, ce sont des bourses spécifiques qui servent à financer de jeunes boursiers, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, bien sûr. Soit européens pour se rendre en Afrique, soit africains pour venir en Europe. D'accord. Je peux bien évidemment… Il y a une autre question. Bien évidemment, laissez-moi juste vous préciser, bien évidemment. Ces bourses ne sont pas gérées, pour que vous sachiez tout, hein, c'est pas pour me dédouaner, c'est simplement pour que vous et les collègues qui écoutent ayez toute l'info. Ces bourses sont financées par le programme 4, qui est l'instrument de ma DG, donc le programme Horizon Europe, mais elles sont gérées par la Direction générale EAC, en charge de l'éducation et de la culture. D'accord. Je peux parfaitement vous transmettre les statistiques, elles sont disponibles, et vous mettre également en contact avec mes collègues de la DG EAC qui seront enchantés. Par contre, sachez que ce que je ne peux pas vous transmettre, pas parce que je ne veux pas, mais parce que je ne les ai pas, ce sont les, et malheureusement, je l'ajoute, même si je suis enregistrée, ce sont les statistiques sur les bourses des États, parce que ça, ce sont les informations, voilà, qui sont très compliquées à collecter, et c'est aussi évidemment ce que nous essayons de faire, parce que ça s'appelle la coordination entre les États. Mais voilà, ça supposerait de savoir toutes les bourses que débloquent la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Par contre, les bourses MSCA et les bourses doctorales, postdoctorales, européennes, je peux parfaitement vous envoyer l'info. Sachez également que nous tentons également… L'intervenante a envie de vous poser une question. Je vous en prie, s'il vous plaît, Nora, je vous en prie. Ah, d'accord. Non, mais je voulais seulement rebondir. Vous avez demandé les statistiques pour le nombre d'étudiants qui venaient étudier en Europe. Mais ce qui serait aussi intéressant, c'est de savoir combien on tourne en Afrique. Parce que le problème de l'Afrique, c'est aussi la fuite des étudiants, qui est directement, je pense, liée à la mauvaise gouvernance, qui est la violation du principe de bonne gouvernance. Parce que des millions versés à l'Afrique et des milliards, on en voit depuis des décennies. Le problème, c'est que jamais aucune sanction n'a été prise ni par l'Union européenne, ni par l'Union africaine pour sanctionner un cas de violation du principe de bonne gouvernance qui inclut aussi la corruption. Et on sait le fléau qu'est la corruption sur le continent africain. On sait que pour chaque euro prêté, chaque dollar prêté à l'Afrique subsaharienne, 60% en ressort sous forme de fuite de capitaux vers l'étranger. 60%. 60%. Une étude d'économistes américains l'a démontré très récemment. C'est énorme. 60%, oui. Et qui finit au final encore par peser sous forme de dette publique sur le budget de ces États, mais qui n'ont pas servi à améliorer les infrastructures, ni la science, ni les qualités de vie des populations. Donc, je pense qu'on en revient toujours à la même question de ces principes et de ces valeurs, qui, tant qu'elles ne sont pas soigneusement respectées, les efforts faits par des personnes très brillantes, comme Mme Borelmi, et je vous félicite pour tout ce beau programme, qui certainement va servir, et je l'espère, à améliorer la qualité de la science en Afrique, qui représente encore aujourd'hui moins de 4% des publications dans le monde, quand même.
les scientifiques africains. Et puis, on dit toujours que la qualité de la science n'est pas encore au même niveau qu'ailleurs dans le monde, dans les pays développés. Et c'est la question que je me posais justement sur la fuite des cerveaux. Est-ce qu'on a des statistiques à ce niveau-là? Fuite des cerveaux. On a des statistiques, fuite des cerveaux. Nous avons en tout cas, si pas des statistiques, oui, il y a des statistiques internationales effectivement sur la fuite des cerveaux et c'est une question qui est extrêmement sérieuse et très critique en Afrique. Mes collègues l'ont évidemment prise en compte à la direction générale en charge de l'éducation, notamment les collègues qui travaillent sur ces bourses doctorales et postdoctorales. Et ils ont mis en place, il y a quelques années, des bourses d'aide au retour. Donc l'idée était que les doctorants et postdoctorants africains donc, qui postulaient pour une bourse étaient également aidés pour pouvoir rentrer, j'allais dire, retourner dans leur institution. Ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, je sais que mes collègues travaillent à renforcer également, et ça se comprend parfaitement, à renforcer également le centre de recherche dans lequel le ou la collègue doctorant ou postdoctorant fait son retour. Donc l'idée, c'est une aide au retour qui se ferait, j'allais dire, à double, ce serait un coup double, c'est-à-dire une aide au retour individuelle pour le chercheur lui-même et une aide au retour qui irait également aider son centre, parce que c'est très important d'aider l'infrastructure de recherche elle-même. Pour ce qui est des fonds européens débloqués, nous, notre programme est un peu spécial. Le programme Horizon Europe est un programme qui fonctionne sur appel à proposition. Donc, si vous voulez, ce sont les chercheurs qui postulent. Ce ne sont pas les gouvernements. Nous ne travaillons pas avec les gouvernements. Nous travaillons avec des chercheurs qui viennent postuler. Et il y a des audits. Alors, maintenant, effectivement, je ne peux pas non plus, comment dire, mettre ma main à couper, qu'il n'y aurait pas des problèmes ici ou là. Mais ce que je puis dire, c'est que du point de vue de la recherche, les audits sont très lourds et extrêmement fréquents. Les retours que nous avons de la part des chercheurs, c'est de dire même qu'ils sont trop fréquents et que les chercheurs doivent vraiment passer énormément de temps, puisqu'il s'agit des réseaux, pour justifier et passer presque plus de temps pour justifier les fonds acquis que pour faire de la recherche. Donc j'allais dire de ce point de vue-là, pour en tout cas les fonds de la recherche, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes d'ordre. S'il vous plaît. Les fonds de la recherche ne sont pas détournés. Je ne le crois pas. Mais en tout cas, je ne pourrais pas. Vous êtes peut-être plus. Encore une fois, ce ne sont pas des questions auxquelles nous avons été confrontés jusqu'ici. Tant mieux. Sur les 150 milliards du projet Global Gateway, est-ce que la science est incluse aussi? Ah oui. Je vous entends pas. Dans les 150 milliards du projet que l'on retrouve là aussi, est-ce que les sciences sont incluses? Est-ce que la recherche est incluse dans les 150 milliards qui sont évoqués dans le programme, en quelque sorte, de la réunion Union européenne, Union africaine? Pour la toute première fois, comme je vous le disais tout à l'heure, la recherche est évoquée. Mais c'est la première fois. C'est-à-dire que, voyez, c'est-à-dire que ce programme, en fait, les chefs d'État et de gouvernement habituellement posent les questions que vous avez évoquées en introduction, monsieur, c'est-à-dire les questions effectivement de gouvernance, de principes, de valeurs, les questions migratoires, les questions d'aide au développement, etc. Pour la toute première fois, et ceci est le résultat d'un travail de longue haleine, de plusieurs années, la recherche est ciblée comme un flagship. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que pour la première fois, le budget de l'aide au développement va aller financer de la recherche. Vous voyez? Alors que là, d'où je vous parle, c'est le programme de recherche qui, lui, finance de la recherche depuis de longues années, mais via, non pas le NDT, qui est l'instrument de l'aide au développement, mais via le programme Horizon Europe. Et là, je peux vous dire que, en termes d'audit
et de vérification de où vont les fonds. En tout cas, si j'en juge par la plainte des chercheurs, je peux vous dire qu'on se pose là. Voilà. Et effectivement, c'est une autre manière de fonctionner. Ça a aussi des inconvénients. Ça veut dire que si demain, je vous donne un exemple, nous rendons compte, ça nous est déjà arrivé, où nous sommes approchés par tel ou tel centre de recherche qui fait des choses absolument excellentes. Ça m'est déjà arrivé. Avant la pandémie, je me suis rendue à Yaoundé, j'ai vu un centre dans le domaine des TIC, des technologies de l'information et de la communication, tout à fait remarquable. Imaginons, hein, j'étais il n'y a pas longtemps, avant la pandémie, et donc l'arrêt brutal des voyages qui nous a tous arrêtés au Kenya, et j'ai vu ce que fait le Next Einstein Forum, bon, des choses tout à fait remarquables. Imaginons que nous nous disions ici à la recherche, tiens, c'est remarquable, finançons-les. Eh bien, on ne pourrait pas. Parce qu'en fait, notre seul moyen de dépenser notre argent, et nous, notre argent, c'est un programme pour 7 ans, le programme Horizon Europe, de 100 milliards d'euros. Notre seul moyen de le dépenser, c'est de publier des appels à propositions. Et le seul moyen de pouvoir émarger, ce sont les réseaux de chercheurs qui écrivent une proposition, qui l'envoient à Bruxelles. Et je vous rassure tout de suite, ce n'est ni moi ni mes chers collègues technocrates que nous sommes qui évaluons les propositions. Les chercheurs sont évalués par leurs pairs. Nous faisons évaluer les propositions par des chercheurs. Évidemment, je vous encourage, vous-même et vos collègues, à vous inscrire sur notre base de données pour venir évaluer les propositions. C'est un travail qui est assez lourd et assez fastidieux, mais enfin, il faut le faire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, peut-être là maintenant, le temps des questions. Alors, à vous de poser des questions à nos deux intervenantes. Non, ce n'est pas une question, mais quand tu dis que le massage, c'est moins efficace. Ça marche bien. D'accord. Allez, mademoiselle. Il y avait moins de 80% des publications scientifiques qui sont produites par des chercheurs africains ou en Afrique, des scientifiques africains et africains. Ok. Et c'est dans l'ensemble de l'Afrique ou dans l'ensemble de l'Afrique. Mais ça reste quand même que le Nord produit quand même voilà, c'est de certains autres pays d'Afrique, vraiment, c'est du genre inexistant pour certains pays d'Afrique. C'est une facilitation, l'Afrique du Nord sera un peu. Oui, parce que cette question est liée à la fuite des cerveaux aussi. Il y a les Africains qui travaillent en Europe et cette fois-ci, c'est différent. Voilà, on parle des Africains qui travaillent dans les centres de recherche africains. D'accord. En Afrique. Oui. Un peu fort pour que la dame puisse entendre, c'est tout. Je pense que c'est un grand progrès de inclure la recherche et le développement dans les accords, qu'aujourd'hui, la recherche, développement et l'innovation sont au cœur de la capacité économique d'un pays. Et si on n'a pas de recherche et développement, on n'a pas la capacité d'absorption des technologies. Donc, le transfert de la technologie devient complètement inutile et ça serait une affaire en plus de moi. Je ne sais pas si vous avez entendu la remarque, si ce n'est la question de monsieur, peut-être compléter parce qu'il a l'air très content qu'il y ait cette dimension, il a raison. Mais je suis parfaitement d'accord avec monsieur. Nous avons nous-mêmes en Europe un objectif 3% du PIB dans la recherche et l'innovation. L'Afrique a un objectif 1% du PIB dans la recherche et l'innovation. Nous en sommes très loin de part et d'autre, hein, pas seulement les Africains, nous non plus. Il n'y a pas que des mauvais élèves, il n'y a pas que des bons élèves en Europe de ce point de vue-là. Et effectivement, nous travaillons et nous considérons que le sommet conjoint qui a eu lieu et qui a reconnu l'importance de la recherche et de l'innovation dans le développement durable, c'est exactement pour ça. C'est parce que nous pensons effectivement, et nous pensons que des exemples l'ont allègrement montré, que la recherche et l'innovation est un facteur du développement économique, social et environnemental, du développement durable. Et donc, si ça vaut pour l'Europe, ça vaut pour l'Afrique. Autre intervention ou remarque? Oui, allez-y, madame. Un peu fort, s'il vous plaît, pour qu'elle entende, hein, c'est tout. Est-ce que le programme est dans tous les États de l'Union africaine? Les programmes de recherche?
tous les États de l'Union africaine peuvent postuler au programme. Mais est-ce Tous. qu'ils postulent-ils tous, en quelque sorte? Ah, pardon, je n'avais pas compris la question. Non, je peux vous envoyer les chiffres, les chiffres sans problème sur la participation des différents centres de recherche. Non, ils ne participent pas tous, mais on trouve des centres de recherche de plusieurs États. Alors, il y a des États dont les chercheurs participent beaucoup. C'est évidemment le cas d'un pays comme l'Afrique du Sud, qui est un champion en matière de recherche et d'innovation dans des domaines aussi divers que la recherche agronomique, la recherche climatique, la question de la recherche sur les eaux ou la question d'observation astronomique, puisque c'est en Afrique du Sud que nous sommes allés mettre le Square Kilometers Array, qui est une grande infrastructure d'observation astronomique. Mais vous avez également plusieurs centres qui participent au Sénégal, au Kenya, en Éthiopie, siège de l'Union africaine, au Maghreb énormément, en Égypte, au Liban. Bon, là, je parle du Moyen-Orient, pardon, et pas de l'Afrique, mais le Cameroun, certains États, évidemment, se trouvent empêchés, voudraient participer plus, et donc nous demandent de les aider pour ce faire. Donc, nous organisons aussi pas mal de workshops dans les universités, les centres de recherche pour mieux faire connaître les opportunités auprès de la communauté scientifique. Oui. Vous vouliez évoquer? Allez-y, allez-y. Je pense que ça rejoint la question de madame. Je pense que la majorité des postulants viennent de pays où le niveau de développement n'est quand même pas le plus bas d'Afrique et où il y a quand même une certaine stabilité, je pense. Bien sûr. Voilà, je pense que le développement et puis le cas des pays en état de guerre ou qui ont récemment connu des conflits. Et je pense que la stabilité politique et la stabilité sociale et un minimum de développement économique, je pense, précèdent malheureusement la recherche et le développement. Bien sûr. Mais bien entendu, et bien entendu, je veux dire et si vous regardez les statistiques, vous verrez que malheureusement, ce ne sont pas les ressortissants de tous les pays qui participent à ces réseaux et qui coopèrent, et on comprend parfaitement pourquoi, pour les raisons qui viennent d'être dites, absolument. Est-ce que sur ces sujets-là, l'Union européenne est concurrencée par la Chine en Afrique? Très fort, très fort. L'Union européenne a été concurrencée par la Chine depuis déjà très longtemps en Afrique. La Chine y est extrêmement présente et c'est le cas aussi dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Et la Chine a également la même approche, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'elle aussi établit des liens directement bilatéraux avec beaucoup d'États en Afrique. Et elle établit également des relations de plus en plus renforcées avec l'Union africaine. Vous savez peut-être que le siège de l'Union africaine a été financé par la Chine. Quel hasard! Sur la question des droits de l'homme et de la bonne gouvernance et de l'état de droit, ça passe plutôt au second plan chez eux. Dans l'Union européenne, légèrement. Pour prendre soin de la relation, on se passe. Dis-moi, vas-y. Oui, mais j'ai une question qui rejoint un peu celle-là, mais vous occupez aussi de la coopération avec l'Asie. Et donc, est-ce qu'il y a des grosses différences entre la politique de l'Union européenne par rapport à l'Afrique et l'Asie? L'Asie, c'est pour moi quelle est la question, pardon. Oui, hein. Oui, l'Asie est évidemment un géant, l'Afrique aussi, mais il y a en Asie un certain nombre de pays, dont la Chine, avec lesquels nous avons des relations bilatérales qui actuellement sont un petit peu, comment dire, contrastées. Et donc, diplomate. Et donc, non, ça n'est pas très exactement les mêmes relations. Sachez d'abord que tous les pays de l'Union africaine peuvent non seulement participer au programme cadre, mais être financés par le programme cadre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un chercheur ou un ressortissant africain
est accepté dans une proposition qui a été sélectionnée. Je vous parlerai de l'évaluation et de la sélection si ça vous intéresse, mais qui a été évaluée positivement et sélectionnée. Eh bien, ce chercheur est financé jusqu'à 100% de ses besoins. Ce n'est absolument pas le cas de tous les pays, hein, et ce n'est certainement pas le cas des ressortissants chinois dans les réseaux de recherche dans lesquels ils sont. Donc voilà, pour répondre à votre question, non. Évidemment, la relation n'est pas la même selon les partenaires dont on parle. Philippe. Pour rebondir sur la question, sur les remarques de madame, qu'est-ce qu'il faudrait faire prioritairement pour améliorer, soit techniquement, soit politiquement, pour améliorer la situation, pour continuer, pour améliorer oui, cette amélioration? À quel niveau? La relation Union européenne. Oui. Alors, c'est directement, et je pense que c'est ce qu'il faut tirer, je pense, de ce nouveau, ce partenariat revisité en quelque sorte, qui a été mis en avant dans les dernières rencontres Union européenne et Union africaine. Je pense que c'est d'améliorer la visibilité de l'action de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne est, comme je le disais, le premier baillon de fonds, et madame évoque des programmes qui s'élèvent à plusieurs centaines de millions, ne serait-ce que pour la recherche et l'innovation. Le problème de l'Union européenne, c'est sa complexité d'abord interne, de nombreuses institutions qui interviennent à des échelles différentes, en plus de l'action bilatérale des États membres, et qui viennent se superposer sur le terrain africain et qui peuvent parfois se noyer et puis pas être comprises au niveau africain, se dire bon, bah, alors la Chine est une alternative, alors qu'au final l'Union européenne apporte beaucoup plus. Oui, parce que je vois des chiffres. Des chiffres là, par exemple, l'Union européenne, les investissements des entreprises de l'Union européenne en Afrique, c'est 241 milliards d'euros par an. Ce n'est pas tout à fait négligeable. Si on compare les États-Unis, c'est 42 milliards, la Chine, 38 milliards. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes chiffres. Oui, alors. Votre réponse est plus technique. Politiquement, est-ce qu'on peut compléter? Est-ce qu'il y a sur un volet plus politique? Alors, politiquement, l'idéal, ça serait qu'au niveau de l'Union européenne, nous ayons une politique étrangère qui soit beaucoup plus unifiée et beaucoup plus communautarisée, si on peut encore utiliser ce mot. Oui. Voilà, qui soit beaucoup plus communautarisée et qu'au final, on arrive à faire avec les affaires étrangères ce qu'on a réussi à faire avec les affaires économiques et réellement agir et parler d'une seule Tout à fait. qui ne se fait pas encore au niveau de l'Union européenne, puisque nous avons une action qui est parallèle notamment de l'Union européenne. Alors, derrière vous d'abord, et puis après vous, parce qu'il n'a pas posé de questions. Alors, à vous, à vous. Vous parlez de la corruption tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui mis en place par l'Union européenne pour vérifier que les fonds donnés à ce programme-là sont bien appliqués? Cour des comptes. Ça n'existe pas. Il y a la Cour des comptes. Il y a la Cour des comptes qui fait des rapports sur quelques rapports, parce qu'il était fait pour la facilité européenne pour l'Afrique. Alors, elle a dévoilé des cas de corruption, mais en fait, elle a vérifié que les objectifs qui avaient été visés par l'octroi des fonds, est-ce qu'ils ont été atteints ou pas. C'est plutôt dans cette idée-là, je pense que les logiques se font. Peut-être que je me... Mais même par rapport à ce que vous dites, on est dans un processus où les États qui ne respectent pas l'état de droit ou les valeurs fondamentales, je pense à la Pologne par exemple et la Hongrie, pour la première fois, l'Union européenne a fermé les robinets concernant les fonds de soutien en disant là, et je pense pour l'Afrique, ça ne doit pas être forcément si facile que ça, mais il y a cette dimension, tout compte fait, on ne verse pas. Mais ce n'est pas si évident que ça. Mais je crois pas pour l'Afrique. Il y a des possibilités. Techniquement, il y a des possibilités. Mais on ne verse pas. C'est la bonne gouvernance, ça rentre dans le cadre de ces principes et de ces valeurs qui, normalement, sont le fondement du partenariat. Donc, en principe, s'il y a un cas de corruption qui est avéré, ou un cas de mauvaise gouvernance en quelque sorte qui est avéré, on devrait rompre la coopération, on devrait suspendre. Mais c'est jamais fait. Plus compliqué. Politiquement, voilà. Pour rebondir sur ce que vous disiez, pourquoi en fait l'Union européenne fait ce travail de mise en avant de son action en Afrique? Regardez la foule que cette conférence a attirée, l'Union européenne et l'Afrique, la foule que ça a attiré. Non, pas tant que ça. Sur l'Afrique et l'Union européenne, il n'y a pas beaucoup de choses. Et la presse n'en parle qu'un. Ah, mais l'immigration, ça, oui, c'est le phénomène, mais pas le reste. Et je trouve, vous voyez, par exemple, les comptes rendus. Moi, j'ai le compte rendu du Monde du 17 février. C'est un petit article
sur Paris et Bruxelles veulent rattraper le temps perdu. Et c'est un tout petit cas. Oui, d'accord, mais non, mais l'information, non, mais alors là, ne me faites pas trop parler de la question de la communication sur l'Union européenne. Modestement, franchement, nous faisons ce que nous pouvons avec l'Université populaire européenne de Grenoble, mais objectivement, on ne parle que très peu des politiques de l'Union européenne dans les médias, que ce soit les médias écrits, l'audiovisuel, la radio, enfin ainsi de suite. Très peu, malheureusement. Voilà, il n'y a pas des... Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est vraiment une vraie question, et encore plus particulièrement en France d'ailleurs, parce qu'on en parle dans d'autres États européens, un peu plus. Je pense à la Belgique, bien sûr, puisque c'est à Bruxelles que les choses se déroulent, mais en Allemagne, il y a plus d'informations sur les sujets européens, alors que nous, l'information sur les sujets européens reste globalement, je ne dis pas qu'il n'y a rien fait, c'est évident, ça serait faux, mais globalement plutôt modeste. Et sur ces sujets, quand on voit les milliards qui sont présentés, ce n'est pas des petites politiques ridicules. Hein. C'est important, c'est ceux qui reçoivent. C'est bon qu'on prenne l'action de l'Union. Tout à fait, aussi. Et je pense que c'est ce que l'Union européenne a essayé de faire avec un remaniement de l'ensemble de ses instruments, tout à fait. Pour l'avenir. C'est qu'elle a essayé de regrouper ses fonds, de regrouper ses institutions pour avoir une action beaucoup plus claire. C'est-à-dire que, par exemple, il y a la Banque européenne de développement en France, et du coup, la banque doit se regrouper pour l'action extérieure. Je pense que ça va aider à clarifier l'intervention de l'Union. Il y a vraiment beaucoup. Enfin, moi, j'ai la liste de programmes. C'est impressionnant le nombre de choses. D'autres interventions. Oui, allez-y, n'hésitez pas. Mais... Bon. Sur l'Europe et l'Afrique, en l'occurrence, mais on a évoqué la Chine. Du coup, je me posais la question si vous seriez en mesure de répondre par rapport à la place des États-Unis face à l'action de l'UE en Afrique. Est-ce qu'il y a une prise, je ne sais pas, est-ce qu'elle intervient dans. Est-ce qu'elle réagit par rapport à ça Sur les États-Unis et l'Afrique? C'est peut-être, je sors un peu du cadre. Ben, tout à l'heure, les chiffres que je vous donnais, hein, ce sont des chiffres récents sur les investissements. Quand on voit les investissements européens, c'est 240 milliards. L'investissement états-unien, 42 milliards. Investissement privé, investissement privé, ce n'est pas investissement public. Pour prolonger la question de madame, est-ce que l'Afrique est une cible stratégique pour les États-Unis? À quel niveau? Évidemment, il faut se rappeler que sur le terrain africain, les États-Unis ne vont pas défendre les intérêts de l'Union européenne ni des États membres. C'est-à-dire que leur politique est délimitée pour le terrain individuel. Ce sont en quelque sorte aussi des concurrents sur le terrain. Mais aujourd'hui, je trouve celui qui est l'État qui est le plus dynamique me paraît être la Chine. Plus, me semble-t-il, mais bon. En tous les cas, il se montre, ça se sait, on communique beaucoup, c'est beaucoup de choses. Même s'il y a aussi des mercenaires Wagner qui viennent aussi, me semble-t-il. Enfin, ils sont russes, ceux-là, ils sont d'une autre. Mais il ne faut pas beaucoup de recherche, non, malheureusement. Malheureusement. Voilà, mais l'Afrique attire beaucoup. Allez, n'hésitez pas, on a un petit peu de temps encore. Allez-y. Vous avez dit que la migration, c'est quelque chose de différent, mais je pense qu'elles ne sont pas complètement différentes parce que les migrations existent, parce qu'il y a des différences politiques et économiques très grandes qui poussent les gens à émigrer, initialement, et qu'ils sont faisant un plan un peu plus de longue durée. Ce qui est important, c'est d'améliorer les conditions de vie des pays où viennent beaucoup d'immigration. Parce que non seulement il y aura moins de migration à contrôler, mais on aura plus de commerce avec des pays qui sont un peu plus riches et un peu plus fournis économiquement. Non, alors moi, je n'ai pas voulu dire que la migration allait se restreindre. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est que dans l'accord entre l'Union européenne et l'Union africaine est évoqué de traiter ensemble tous les aspects des migrations, y compris pour la limiter, mais y compris pour développer les pays pour que la migration baisse.
Et il y a vraiment, et je crois que c'est important parce qu'il y avait vraiment toute une série d'éléments, des solutions durables pour limiter l'immigration. Il y a cette dimension, l'accueil, la protection des personnes. Franchement, moi, ce qui m'a plu dans cette nouvelle relation, ce nouveau sommet qui s'est déroulé, il est vrai, le 17 février, c'est-à-dire peu de temps avant l'agression russe, parce qu'une série d'États africains ont pris des positions plus délicates à l'égard de la Russie, me semble-t-il. Mais dans ce travail-là, il y a la volonté de tout traiter, même les sujets qui fâchent, même les sujets difficiles, vraiment de tout traiter, y compris les questions migratoires, et y compris, disons, à la fois restreindre l'immigration, mais en développant les pays, et aussi de traiter plus convenablement les migrants dans tous les sens. Hein. Et on vient des événements récents montrer que ce n'est pas si simple que ça pour les États européens de s'accorder sur ces sujets. Mais il m'a semblé, enfin moi, ça m'a frappé dans le rapport, hein, ça m'a frappé cette coopération contre le trafic des migrants, coopération contre la traite des êtres humains. C'est plus large. Voilà. C'est un problème africain qui devient européen. Tout à fait. Parce qu'au final, c'est un problème de développement, vous avez raison. Et oui, je pense que oui, tout à fait. très bien dans la démarche européenne, je pense qu'elle devrait aider l'Afrique en ce sens, c'est la régionalisation. Tout à fait. Je pense que c'est ce qui pourrait apporter réellement le développement et la clé en Afrique, de travailler dans le sens de régionalisation. Peut-être commencer au niveau des différentes régions africaines et essayer d'arriver un jour au projet africain de la G4, qui est la zone de libre-échange africaine, qui ressemblerait à la communauté économique européenne. Et on le voit avec les derniers outils qui sont décriés, mais bon, quand même, il y a un nouveau pipeline qui va se faire du Nigeria jusqu'au Maroc, et ça va quand même permettre d'alimenter 450 millions d'habitants. Donc, ça peut peut-être créer une zone de paix, qui sait, et peut-être créer une zone d'échange, de libre-échange économique. Tout à fait. L'Afrique devrait se développer dans le sens où l'Afrique est comme l'a fait l'Union européenne. Et une autre époque. Voilà, oui. Ah, il y avait une question là-dedans. Il y a des différences très importantes entre les différents pays d'Afrique. On l'a cité tout à l'heure, entre l'Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie. Et le Centrafrique, c'est pas vraiment. C'est pas le même niveau. Donc, faire une zone de libre-échange, est-ce qu'on ne va pas créer des problèmes aussi? Une zone de libre-échange économique? Oui. C'est pas évoqué en tant que tel. Non. Je ne sais pas, parce qu'il y avait des différents à l'époque. Il y avait un final de fédérer et de faire cesser international. Vous nous entendez, madame, hein? Vous nous entendez? Merci. Au contraire, c'est mieux. Bien sûr. Pour sortir de cette Mais quand on regarde les statistiques aussi de ce travail qui a été fait, les statistiques, la population de l'Union européenne en 2100, 416 millions d'Européens, en 2100, 4,2 milliards d'Africains. 4,2 milliards d'Africains en 2100. Ce n'est pas 3 personnes. Hein. Oui, vas-y. Je voulais savoir, le partenariat des 150 milliards, quelles étaient les grandes enveloppes de ça et la répartition des pays et comment elle se fait? Est-ce que c'est par rapport au nombre d'habitants ou c'est par rapport à quoi? Là, vous avez une réponse peut-être? Non? Simplement, la question était comment se fait la distribution de l'enveloppe? Est-ce que c'est au nombre d'habitants? C'était ça? Oui, c'est ça, madame. D'accord. Donc, en fait, cette enveloppe que vous évoquez, monsieur, c'est l'aide au développement. Hein. Oui. L'enveloppe de l'aide au développement donc, est négociée avec les États. Et effectivement, comment dire, les États, en fait, sont aidés selon leurs besoins, selon aussi la situation économique. Hein. Moi, quand j'ai rejoint la Commission européenne il y a 26 ans, l'Afrique du Sud avait une aide au développement avec une enveloppe budgétaire qui approchait le milliard.
5 ans, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on en est à quelque chose qui a été divisé par à peu près 10. Parce que le développement du pays fait que l'aide au développement n'est plus la même. Et donc, ça dépend en fait de la situation socio-économique du pays. Et ce sont des négociations qui se font entre le pays, les représentants hein, de l'État. En général, c'est le ministère des Finances, hein, pour vous dire les choses très clairement. Qui négocie ceci avec les représentants de l'Union européenne dans le pays. Vous savez que nous avons des délégations dans le monde entier. Donc, on a là un ambassadeur dont le job, c'est effectivement de discuter avec, j'allais dire, le ministre des Finances et voir quelle va être la part de l'aide. Et puis ensuite, entre dans la danse mes collègues de la direction générale en charge des partenariats internationaux qui, eux, vont négocier chacune des enveloppes budgétaires par secteur, en sachant que chaque État doit désigner 3 secteurs prioritaires. Et les secteurs sont secteurs comme l'agriculture, l'eau, enfin voilà, ou la santé, etc., etc. Et donc, vous avez 3 secteurs prioritaires, un certain nombre d'autres secteurs qu'on appelle dans notre jargon maison cross-cutting, comme l'éducation. Et donc, les enveloppes budgétaires pour chacun de ces secteurs sont sélectionnées entre les différentes parties, avec évidemment l'aval du ministère des Finances du pays et de notre ambassadeur sur place. Et puis ensuite a lieu la mise en œuvre, hein, c'est-à-dire le développement des finances et la mise en œuvre des financements sur place. Une dernière question, éventuellement, un dernier échange? Oui, allez-y. J'aimerais vous interroger sur un point. Comment l'Europe fait face, ou du moins quelle démarche elle engage lorsqu'il y a une incohérence entre des politiques nationales et des politiques davantage européennes? Vous parliez d'ACA, ça m'a fait penser au Mali. Et par exemple, la France qui va prendre des sanctions à l'égard des dirigeants maliens. Et du coup, comment l'Europe, en tout cas, qui subit en fait des politiques nationales, quelle approche elle va avoir à l'égard de ces États pour tout de même mettre à bien les partenariats en tout cas qu'elle souhaite engager? Vous avez entendu? Pas vraiment. Si vous pouviez me faire un petit résumé, s'il vous plaît, je ne suis pas trop sûre. Non, mais lorsque la France, par exemple, prend des sanctions à l'égard du Mali, est-ce que ça a des conséquences sur les relations de l'Union européenne avec le Mali et sur les politiques susceptibles d'être aidées au Mali, ou est-ce que ça n'a pas de conséquences? Alors, encore une fois… Globalement, hein. Oui, oui. Donc là, vous évoquez l'aide au développement, hein, oui. et pas, encore une fois, oui, ni le financement, ni la politique de la recherche. Alors, l'aide au développement, effectivement, ne dépend normalement pas de ce qui se passe dans tel ou tel État. Le financement du NDP, qui est l'instrument d'aide aux partenariats internationaux. Donc, c'est l'instrument qui soutient donc la coopération, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Asie, est un instrument dont l'enveloppe budgétaire a été arrêtée il y a déjà quelques années, et évidemment, sa mise en œuvre n'est pas, enfin, j'allais dire, l'instrument lui-même n'est pas soumis à telle ou telle, à telle ou telle situation bilatérale qui peut avoir lieu. Ceci étant dit, il est bien évident que la situation actuelle, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina et dans un certain nombre d'autres pays, on ne peut pas ne pas imaginer que bien que les décisions en termes de financement aient été prises en amont, vous pouvez vous imaginer que la mise en œuvre, l'identification des projets à soutenir et tout le reste ne se fait pas comme de normal, hein. Ce qui se passe au Mali, c'est rien de moins qu'une guerre, en tout cas dans certaines régions. Donc, il est bien évident que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer dans la normalité, non. Une dernière intervention, parce qu'on va devoir arrêter.
En tout cas, pour ce que disait Madame, je pense qu'on peut tout à fait prendre des mesures en dehors de l'Union européenne. En revanche, si l'Union européenne adopte des mesures auxquelles la France adhère, en principe, les États membres sont soumis aux décisions prises au niveau européen. C'était plus comment voter au niveau du comment l'Europe fait face à la réticence que pouvait procurer en tout cas ces mesures d'avantage national. Je pense que ça Pardon, je ne suis pas sûre d'avoir complètement compris l'intervention, mais une grande partie de ce que nous essayons de faire, y compris dans le domaine de la recherche, c'est de la coordination entre les actions des États membres. Parce qu'effectivement, comme je crois il vient d'être dit, voilà, ça ne va pas forcément toujours dans le même sens. Donc, nous travaillons aussi beaucoup à essayer de faire de la coordination entre les activités des États dans le domaine de la recherche, en tout cas. Bien, merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à ce moment. Merci beaucoup.